Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, 63e anniversaire de la révolution de 1952 en Égypte. Cet événement a lieu ce jeudi 23 juillet. Coopération économique entre le Cameroun et le Nigeria. Les deux pays souhaitent renforcer la sécurité au niveau de leurs frontières communes afin de dynamiser les échanges nigéro-camerounais. Comment se porte la presse en Guinée? Il semblerait que l'amateurisme et la crédibilité des journalistes soient pointés du doigt. Décryptage des causes et conséquences dans ce journal. Célébration de la fête nationale en Égypte. Le peuple égyptien fête l'anniversaire de sa révolution du 23 juillet 1952, ce jeudi. La fin de la monarchie a été marquée par un personnage central, Gamal Abdel Nasser, figure du nationalisme arabe et de la résistance. Il a été l'une des incarnations des plus marquantes de la volonté de libération de l'union de la nation arabe. L'unité est également prônée par le Conseil des églises chrétiennes. Il a invité tous les Égyptiens à une journée de prière en faveur de l'unité de la nation au service des défenses. Écoutons à ce propos Mohamed Azim, analyste politique. L'Égypte est un pays divisé en ce moment, donc on retrouve au fond les racines de la division majeure qu'on a trouvé entre Nasser et les frères musulmans des années 50. L'affrontement entre Sadat aussi et les groupes extrémistes de la Jama'a Islamiyya à l'époque qui aboutit à son assassinat. Et puis, on voit aussi la continuité de l'affrontement qui a opposé Moubarak aux frères musulmans, qui leur a laissé un petit espace politique au niveau de la représentativité au Parlement. Mais l'État d'Égypte aujourd'hui est un pays divisé entre ceux qui prônent encore le retour de Mohamed Morsi au pouvoir et ceux qui prônent le maintien d'El-Sisi au pouvoir avec donc une volonté de nettoyage et mettre en place un régime qui interdit la pluralité politique. L'Égypte aujourd'hui est une Égypte morcelée, divisée et a de mal à se retrouver face quand même à des groupes terroristes comme le groupe de Daesh au Sinaï et Ansar el-Islam au Sinaï et c'est un peu partout et la menace qui vient du côté libyen. Le Burundi se dirige peut-être vers la mise en place d'un gouvernement d'union nationale. Le pouvoir a en tout cas réagi favorablement à cette proposition du leader de l'opposition, Agathon Rwasa. Agathon Rwasa couple cette demande à une réduction d'un nouveau mandat du président Pierre Nkurunziza qui a décliné cette condition. Consolidation des relations économiques et commerciales entre le Nigeria et le Cameroun. Outre la coopération sécuritaire, la visite du président nigérian Muhammadu Buhari au Cameroun le 29 juillet mettra l'accent sur ce volet stratégique. Les explications de Lesalsi Akizimana. Le Cameroun et le Nigeria souhaitent renforcer leur coopération économique. Le président nigérien Muhammadu Buhari se rendra à Yaoundé, la capitale politique du Cameroun, le 29 juillet 2015. Invité par son homologue camerounais Paul Biya, le chef de l'État nigérien compte au-delà de la coopération sécuritaire aborder la question de la coopération économique. La visite du président Buhari au Cameroun va permettre de renforcer les liens économiques qui sont déjà assez intenses entre le Cameroun et le Nigeria. Sur le plan commercial, notamment dans la partie septentrionale du Cameroun, il y a beaucoup d'échanges commerciaux entre le Niger et le Cameroun. Maintenant, au niveau des investissements, on note une présence nigériane au Cameroun sur le plan bancaire, avec notamment UBA et EcoBank. Et aussi, l'homme le plus riche du continent, M. Dangote, est en train d'investir massivement au Cameroun, notamment dans la cimenterie. Il y a déjà une cimenterie Dangote qui est opérationnelle, une deuxième est annoncée. Donc, je pense que cette visite permettra de renforcer ces liens-là. Le Nigeria a en effet été longtemps un partenaire commercial important pour le Cameroun. En 2012, le Nigeria était le plus grand fournisseur du Cameroun avec 17,8% des importations. Et l'accord commercial du 11 avril 2014 permet à tous les produits camerounais d'accéder au marché nigérien. La situation a commencé à se dégrader avec les attaques du groupe terroriste Boko Haram qui compliquaient les échanges au niveau des frontières. Les frontières entre les deux pays se sont vues à un moment donné fermées parce qu'il était difficile pour les différents pays de faire remonter l'activité économique
en direction des deux pays. Et donc, il faut aujourd'hui renforcer la sécurité aux frontières pour que les deux pays puissent reprendre le chemin de l'activité économique, des échanges commerciaux, mais de renforcer les liens aussi au niveau économique et commercial entre ces deux pays. Le renforcement des liens commerciaux est donc indispensable pour ces deux pays qui partagent une frontière longue de plus de 1600 km. Une fois la sécurité rétablie, le Cameroun pourra accroître ses exportations vers le Nigeria, à savoir les produits agricoles et agro-industriels, tandis que le Cameroun pourra importer du Nigeria des produits tels que les hydrocarbures, les véhicules, les produits cosmétiques et autres. Depuis ce mardi 21 juillet, une nouvelle banque de développement a vu le jour. Il s'agit de la NDE, la New Development Bank. L'institution internationale a été lancée par les BRICS, à savoir le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud. Les précisions d'Arwa Barkala. Le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud ont officiellement leur banque de développement depuis ce mardi 21 juillet. Appelée le New Development Bank, le NDB, la nouvelle institution arrive sur le marché avec un capital de 100 milliards de dollars. La création de cette nouvelle banque vise à constituer une alternative au FMI ou à la Banque mondiale. En tant que banque de développement multilatérale initiée et créée par les marchés émergents, la New Development Bank sera davantage axée sur les besoins de ces mêmes pays émergents. Elle respectera mieux les conditions de chaque nation et représentera les idées des pays en développement. Cela enrichira complètement le concept de développement, de pratique et d'expérience de chaque pays pour être plus efficaces ensemble. C'est à Shanghai que les bureaux de la NDB ont pris place. Même si le capital de départ reste conséquent, certains observateurs restent réservés quant à l'impact de cette banque pour l'Afrique du Sud et dans une moindre mesure le continent africain. La mise en place d'une nouvelle banque de développement lancée par les grands pays émergents va avoir un impact somme toute limité. Nous sommes aujourd'hui dans un environnement où nous avons un grand nombre de banques de développement. Le seul effet que ça aura, plus on a d'acteurs en tant que banque de développement, plus le coût de crédit accordé au projet va être réduit. Dès le lancement de cette nouvelle banque, les grands pays émergents ont estimé qu'elle devait se positionner comme une concurrente de la Banque mondiale et des institutions multilatérales de Bretton Woods. Sur le principe, ce n'est pas tant une rivale de la Banque mondiale, parce que la Banque mondiale est un groupe. Les BRICS représentent 46% de la population de la planète et 19,8% du PIB mondial. La création de la banque intervient 2 semaines après le dernier sommet qui a eu lieu à Oufa, en Russie. Les défis de la professionnalisation du métier de journaliste en Guinée. Les professionnels se plaignent de la pléthore de journalistes formés sur le tas et qui n'ont suivi aucune formation appropriée. Pourtant, des écoles de journalisme existent dans le pays et participent à la formation des jeunes dans ce domaine. Les explications d'Emmanuel Milimono. En Guinée, la presse a du mal à se faire une crédibilité au sein de la population. L'une des causes est l'amateurisme de certains journalistes accusés de rapporter parfois des informations non vérifiées, basées sur des rumeurs. Ces nombreuses dérives constatées dans le métier de journaliste posent le débat sur la formation de certains acteurs des médias. Malgré l'existence de quelques écoles de formation en journalisme dans le pays, la qualité du traitement de l'information laisse encore à désirer. Les manquements aux règles d'éthique et de déontologie poussent certains spécialistes à soulever la question de la réglementation du milieu de la presse. Ce qu'il faut régler, c'est qu'il ne faut pas que les gens se mettent dans une prédisposition d'esprit pour dire qu'on vient en journalisme qui le veut. Si cela est réglé au niveau de notre pays, nous pourrons éviter de nous retrouver avec des journalistes kamikazes qui vont tirer à boulet rouge sur tout le monde, au risque de mettre le pays dans un péril qu'on ne souhaiterait pas. La Guinée est l'un des rares pays qui ne dispose d'aucune convention collective qui encadre ce métier. Les entreprises de presse moins regardantes sur le niveau de formation de leurs employés sont accusées de participer à entretenir ce climat. Pour des spécialistes, il est urgent de créer un cadre réglementaire à même d'assurer de meilleures conditions de vie et de travail aux journalistes. En dépit du fait que nous avons une école de journalisme, les patrons de certaines chaînes de télévision en Guinée continuent à recruter sur le tas. Sur la base, par exemple, des relations. S'il n'y a pas une convention collective qui détermine, par exemple, le régime de stage, qui détermine le salaire minimum pour un journaliste, qu'est-ce qui va se passer? Les journalistes vont vivre du fruit de leur reportage. Et qu'un journaliste qui vit du fruit de son reportage, c'est un alimentaire, c'est un danger public. Si la pratique du métier de journaliste date de plusieurs décennies en Guinée, la première école de formation en la matière est née en 2006 avec la création de l'Institut supérieur de l'information et de la communication.
Sa vocation est de participer à la formation des journalistes professionnels, soucieux du respect des règles de base de ce métier. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.